Bonsoir, donc là je voulais faire une vidéo en fait sur Laurence Arabi d'un point de vue spirituel. Parce que disons que son histoire en fait elle a euh, un aspect en fait euh, disons très concret au niveau spirituel, même si Laurence d'Arabie était loin d'être un ange, hein, enfin d'être parfait quoi, c'était un humain hein, tout simplement, sauf que il a accompli disons des choses qui font de lui ce qu'on appelle un vibhuti. En Inde, en fait, on parle de vibhuti. Les vibhutis, en fait, ce sont des êtres un peu hors du commun qui ont quelque chose à accomplir, en fait, sur Terre. Quelque chose qui va transformer, en fait, comment dire, un peu le monde, que ce soit d'un point de vue, comment dire, économique ou politique, mais transformation, je dirais quand même plutôt, plutôt positive, même si après ça va être repris, peut-être ça va être détourné en fait et partir dans l'ombre, mais disons que globalement, le travail accompli, un peu comme Einstein, vous voyez, les travaux d'Einstein qui ont été repris, manipulés pour faire des choses terribles. Bon, ben voilà. Mais Einstein lui-même était ce qu'on appelle un vibhuti, c'est-à-dire un être hors du commun, hein, avec une intelligence exceptionnelle, une façon de, disons, d'être qui le différencie vraiment du commun des mortels. Bon, mais c'est pareil pour Laurence d'Arabie. On peut prendre d'autres exemples. Excusez-moi, je prends des exemples masculins, je suis désolée. Mais par exemple, Martin Luther King. Vous voyez, Martin Luther King, c'est vraiment un être hors du commun, avec, qui a eu un impact, disons, politique, enfin humain et aussi spirituel. Hein. C'était un être vraiment très spirituel. Donc, on peut l'appeler un vibhuti aussi. Voilà. Donc, des vibhutis, il y en a quand même quelques-uns. Napoléon aussi, voilà. Même si certains d'entre eux sont loin d'être des anges. Napoléon était envoyé à la bouche, à la mort, en fait, des quantités de gens, a rétabli l'esclavage. En fait, dire, il était loin d'être pareil, hein, d'être quelqu'un qui était parfait et éclairé de lumière ou autre, mais il était hors du commun. Hors du commun, voilà. Vraiment un être qui avait une mission à accomplir, qui allait avoir, disons, un impact sur l'humanité dans sa globalité. Bon, alors, pour en revenir à Laurence d'Arabie. Donc, Laurence d'Arabie est devenue Laurence d'Arabie, vous le savez peut-être ou pas, hein, donc un Britannique qui part, qui a une soif d'aventure en fait, hein, vraiment, qui est un archéologue de formation, qui est spécialisé dans le Moyen Âge et qui va donc partir, disons, dans le Maghreb, enfin, le Maghreb c'est plus que ça, même en Égypte, en Syrie, enfin, vous voyez, au Moyen Proche-Orient, bon, pour faire des, disons, des missions qui sont au départ archéologiques, mais qui vont rapidement devenir des missions militaires, en fait. Bon, ce qui fait la grande, comment dire, la grande différence, enfin, la personnalité en fait de Laurence d'Arabie, c'est que déjà, bon, c'est un enfant qui a quand même une intelligence hors du commun. Hein, voilà, il est en quête de, comment dire, de connaissances en fait. Hein, il est passionné, une personnalité hors du commun, une enfance très dure. Puisque Laurence d'Arabie était le bouc émissaire d'une mère qui était PN et qui le frappait dès son plus jeune âge. Hein. Il prenait des coups de fouet en fait. Hein. Et donc il était sous l'emprise de sa mère. Ça j'en parle parce que c'est important quand même de comprendre un peu cette personnalité hors du commun. Et sa mort qui a été rapide. Hein. Il est mort, il avait 43 ans, Laurence d'Arabie. Et il y a de fortes probabilités pour qu'il ait mis fin à ses jours. Hein. On dit qu'il a eu un accident de moto. Oui, c'est possible. Mais disons que il y a aussi des chances pour qu'il ait décidé d'en finir avec la vie. Et sa mère n'est pas, disons, n'a pas les mêmes propres à ce niveau-là. Donc sa mère, en fait, le battait
se comportait très mal avec lui. Elle était perverse narcissique. Donc ça, c'est évoqué dans un livre qui a été écrit par les frères Poivre d'Arvor, et qui ont vraiment étudié à fond l'histoire de Laurence d'Arabie, et qui ont écrit donc un livre magnifique sur lui, en plus avec des photos, bon, c'est très intéressant, et qui retrace quand même l'histoire de Laurence d'Arabie, qui, petit, vraiment a été très dur. Donc la mère, bon voilà, des accès, bon, et Laurence d'Arabie, de la fratrie, était celui qui prenait le plus de coups, parce que c'était celui qui était le plus spontané, le plus doux, enfin le plus plein de vie et d'affection en fait. Et vous savez que les PN ont horreur en fait de l'amour vrai, de l'affection, en fait beaucoup de choses. Et donc forcément, elle l'a pris en grippe très rapidement. En plus, il y avait soif de vérité. Donc ça aussi, les questions de pourquoi et comment. Bon, il ne rentrait pas dans les rangs. Donc ça a été rapidement un enfant qu'on peut qualifier d'enfant martyr quand même. Alors il y a tous les degrés au niveau du martyr, mais disons qu'il n'a pas été trop épargné. Son père, heureusement, le sortait de ce bourbier et il pouvait partir avec lui, l'amener avec lui assez souvent, et jusqu'à ce que carrément ils partent ensemble pour faire un tour de France à vélo, à bicyclette, ce qui est magnifique. Enfin, moi je trouve ça très intéressant. Et parmi les arrêts de Laurence d'Arabie, un lieu où je travaille régulièrement, c'est la cité de Carcassonne. Donc Laurence d'Arabie est passée par là. Enfin bon, voilà, ça faisait partie des incontournables du Tour de France à bicyclette. Bon. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des trains entre-temps, si vraiment il avait parcouru des milliers de kilomètres. Je crois que oui. Je crois vraiment qu'il a fait un gros challenge à vélo, à bicyclette. Donc, Laurence d'Arabie, en fait, va rencontrer le désert. Il a une vingtaine d'années, je crois. Et il est en mission, en fait, au départ, pendant la Première Guerre mondiale, militaire, mais un truc lambda, planqué au Caire, à dessiner des cartes, bon, voilà, au fin fond d'une ruelle, dans une petite pièce bien sombre avec d'autres collègues à lui qui sont des militaires aussi. Et puis, bon, son profil, en fait, un peu hors du commun, et puis sa connaissance de la langue arabe, enfin, qu'il va apprendre un peu mieux, parce qu'au début, c'est pas trop ça, mais vont faire qu'il va être repéré, en fait, par l'armée et par un militaire qui a besoin d'avoir quelqu'un qui va faire des repérages dans le conflit, en fait, je dirais le conflit de la Première Guerre mondiale. Donc, le but des Anglais étant de voir un peu ce que font les Turcs, mais aussi ce que font les Arabes pour essayer de lever une armée arabe qui va, disons, s'opposer aux Turcs qui ont, depuis fort longtemps, envahi énormément de territoires avec l'Empire ottoman et puis sa continuité, qui sont des alliés de l'Allemagne. Et donc, voilà, l'idée pour l'Angleterre, c'est vraiment de repousser en fait les Turcs, mais aussi d'avoir des puits de pétrole à disposition. Et donc Laurence d'Arabie eh bien, est envoyé, mais on ne lui parle pas du pétrole, on lui parle, enfin il s'en doute, mais on lui parle surtout de former une armée, construire une armée avec les peuples, disons, de la péninsule arabique qui sont dispersés et qui ne sont pas forcément amis, voire ennemis, voire en guerre, des clans en fait dispersés dans les déserts. Et Laurence d'Arabie donc va découvrir en fait, rencontrer le désert et les peuples donc du désert et tomber littéralement en passion avec le désert et les coutumes, bon enfin bref, et ils deviennent donc, il sera appelé donc Laurence d'Arabie, progressivement, après des exploits les uns après les autres. C'est un homme hors du commun qui avait une capacité d'analyse au niveau de la stratégie qui est assez incroyable. D'ailleurs, on le voit très bien dans le film Laurence d'Arabie, même si c'est très romancé. Laurence d'Arabie a réussi vraiment à fédérer des tribus qui étaient
extrêmement hostiles les unes aux autres. Il n'y avait pas d'unité, mais il va créer carrément une unité, et cette unité va permettre en fait la reconquête de territoires qui avaient été pris par les Turcs, hein, entre autres Aqaba, voilà, la Mecque, enfin bon bref, les Turcs s'étaient emparés de beaucoup de choses, et Lawrence d'Arabie donc va réussir. Et disons que son amour va aussi en direction, il a une quête d'absolu, il est croyant, hein, et il va se convertir d'ailleurs à l'islam, Lawrence d'Arabie. Il va écrire un livre qui est un livre très stratégique, mais qui démarre dans, et puis un peu fouillis comme lui, parce qu'il avait quand même un côté fantasque, je dois dire, qui s'appelle Les 7 piliers de la sagesse, même s'il était très organisé. Et je connais bien ce problème d'être à la fois fantasque et organisé, et d'avoir une mère. Alors moi, j'ai pas une mère PN, mais ma mère était narcissique, et c'est très douloureux. Bon, enfin bref, ça crée des failles, et tu peux comprendre pourquoi Lawrence d'Arabie était Lawrence d'Arabie, quoi. Donc là, ben, il avait une soif d'absolu, une quête de spiritualité, et ça, il l'a trouvé justement dans le désert. Il a écrit les 7 piliers de la sagesse, mais il se livre assez peu sur sa spiritualité, ce qui est fort dommage avec ce livre, puisque rapidement, il se met à parler plutôt de stratégie militaire, enfin bon. Mais il y a une partie, si un film soit-elle, qui parle de spiritualité, bon, et qui est très intéressante, mais lui-même ne se met pas assez en avant sur ses croyances, en fait, et sur sa foi, ce qui est dommage, je trouve. Toujours est-il que, en très peu de temps, en quelques années, Lawrence d'Arabie va réussir, il n'est pas seul, hein, mais disons accompagné des tribus du désert, hein, à souder, en fait, plus ou moins, hein, à unifier. Et ces conquêtes-là vont transformer le monde, hein, clairement, hein, puisque toute la création des Émirats arabes unis, le Koweït, enfin tout ce qui ça vient de cette période-là. Alors il n'est pas tout seul, hein, il y a bien sûr des politiques en fait qui sont là, des rois, enfin bon, qui vont œuvrer à tout ça, pour le meilleur et pour le pire, hein, puisqu'à l'heure actuelle, bon, les guerres qui se livrent autour du pétrole sont catastrophiques. Et si Lawrence d'Arabie voyait ça, je pense que il serait effondré, parce que lui avait une soif d'absolu et d'idéal. Il n'imaginait pas ce que ça allait devenir, hein. S'il voyait le consumérisme, lui qui a rencontré vraiment des choses, des peuples, disons des tribus vraiment extrêmement, comment dire, arides, et en même temps très spirituels, je pense qu'il serait vraiment extrêmement choqué par ce qu'il verrait. Bon, toujours est-il que c'était il y a 100 ans de ça. Bon. Mais Lawrence d'Arabie, en fait, va vraiment, comment dire, vivre une vie d'une intensité extrême, extrême. Le film lui rend grâce à ce niveau-là, et on voit vraiment la quantité de choses qu'il va vivre en très peu de temps, c'est-à-dire un concentré de vie, hein. C'est un peu comme si en une seule vie, il a vécu l'équivalent peut-être d'une centaine de vies, quelque chose d'énorme. Et donc, par rapport à ça, on voit que c'est un être hors du commun. Donc, je parlais de Vibhuti, hein, il a une mission à accomplir quelque part, hein. Ça ne veut pas dire que ça va, que tout est spirituel dans sa mission, mais il est hors du commun. Et c'est ce qui fait de lui Lawrence d'Arabie, voyez, un peu comme Gandhi ou voilà d'autres. C'est pas un humain comme les autres, voyez, il a quelque chose en plus en fait, ou quelque chose de différent. Et ce qui est intéressant avec Lawrence d'Arabie, c'est que il fait beaucoup de choses qui sont en lien avec aussi son histoire personnelle, c'est-à-dire le fait d'essayer de se libérer des traumas et de l'emprise d'une mère qui était folcoche, quoi, hein. Et il finit par se rendre compte que tout cet énorme travail qu'il a fait, en fait,
pour le meilleur et pour le pire, hein, parce qu'il comprend qu'il a été une marionnette, qu'il y a des intérêts qui sont des intérêts financiers, pétrole, etc., qui vont détruire beaucoup de choses, hein, donc, lui, il a été une marionnette un peu sur l'échiquier voilà, des politiques et des rois. Mais disons que, voilà, bon, c'est comme ça. Donc ça va quand même l'abîmer beaucoup. Mais ce qui l'abîme aussi beaucoup, c'est qu'il se rend compte, dans son histoire personnelle, en fait, que les traumas, en fait, et les souffrances qu'il a vécues enfant, eh bien, tout ce qu'il a pu vivre, en fait, de manière extrêmement intense, ne l'ont pas guéri de ça. Il est encore dans une difficulté, est encore dans l'emprise. Il n'a pas réussi en fait à se libérer du poids de ce qu'il a vécu en fait, hein. Et malgré toute l'intensité, aussi bien dans la beauté que dans la souffrance et l'ombre, euh, il n'a pas réussi à transcender en fait et à atteindre un éveil spirituel complet, vous voyez, où il serait devenu un grand méditatif. Non, il n'a pas réussi en fait ça. Et dans son âme, je pense, il comprend en fait qu'il a fait ce qu'il, enfin, il a vécu tout ce qu'il avait à vivre. Et enfin, qu'il ne peut pas aller, en tout cas, il se met peut-être la limite, hein, il ne peut pas aller au-delà et tout ce qu'il a vécu est tellement marquant en fait que c'est définitivement ancré en fait et qu'il n'y aura plus pas grand-chose après. Et donc, à l'âge de 43 ans, Laurence d'Arabie enfourche sa moto et va rouler comme un cabourg et va quitter la route bien droite et bien lisse. Alors, est-ce qu'il y a eu juste un moment d'inattention qui fait qu'il est mort? Ou est-ce qu'il a décidé, enfin il s'est laissé un peu aller pour laisser aller, on ne saura jamais, hein, toujours est-il que c'est un être hors du commun, vraiment, qui, voilà, qui a, disons, transformé d'un point de vue géopolitique par son action et tout ce qu'il a mené, une partie de la vie. Et donc nous sommes encore nous, comment dire, euh, nous avons énormément, hein, l'actualité, enfin tout ça, ça vient de cette période-là et de cet être-là, qui est un être hors du commun, tout simplement. Alors celui qui, je vais en parler un petit peu, même si je ne vais pas mettre dans le titre, mais c'est Napoléon, Napoléon Ier. Donc Napoléon Ier, bon, voilà, envoyait des gens à la mort, il n'était pas forcément quelqu'un de vraiment, voilà, hein, il y a des zones d'ombre, bon, on le sait, hein, c'était un dictateur, bon, voilà. Mais Napoléon, comme Laurence d'Arabie, en fait, a réalisé des choses dont nous, et en particulier en France, nous avons hérité, pour le meilleur et pour le pire. Mais il a son action en fait complètement colossale pour un homme de petite taille, voilà, qui vraiment, voilà, on n'imagine pas qu'un homme comme lui va pouvoir transformer le paysage politique et géographique à ce point-là. Mais c'est ce qu'a fait Napoléon aussi, comme Laurence d'Arabie. Alors il a vécu plus longtemps que lui, mais disons qu'il a compris lui aussi, à un moment donné, qu'il avait vécu et fait tout ce qu'il avait à faire. Et que ce qu'il avait, au-delà de son ego, que ce qu'il avait mis en place, en fait, tout ce qu'il avait entrepris, aussi bien les victoires que les échecs, et faisait partie d'un plan qui le dépassait largement, plus vaste que lui. Une anecdote quand même, pour finir, quand on a enterré Napoléon, hein, il a été enterré, bon, voilà, sa tombe était gardée, hein, par les Anglais, bon, personne n'avait le droit d'y aller, bon, bref. Et au bout de quelques années, on a réussi à récupérer donc le corps de Napoléon. Il avait été enterré dans plusieurs cercueils. Le premier étant un cercueil de plomb. Le deuxième, je ne sais plus, mais je sais que c'était vraiment comme des poupées russes en fait, hein. Et chose assez exceptionnelle, c'est que
lorsqu'on a ouvert en fait les différents cercueils, qu'on a ouvert le dernier cercueil où était donc Napoléon, eh bien on a retrouvé le visage de Napoléon dans un état parfait, en fait, comme s'il avait été un saint, en fait. Hein. Je crois que le nez était peut-être un peu abîmé, il me semble, mais la peau était diaphane, dans un état, et il était dans un état, disons, de noblesse au niveau du visage, alors il a souffert énormément quand avant son décès. Hein. Il a eu une fin de vie très très dure, beaucoup de souffrance, mais son visage, en fait, portait les traits d'un être hors du commun, qui était Napoléon, avec toute disons, la raideur, disons, et le poids comment dire, des responsabilités qu'il avait. Donc ça, c'était, il y a une description très claire, en fait, voilà, de cette ouverture du cercueil de Napoléon, qui a d'ailleurs arraché des larmes à certaines de ceux qui étaient là et qui ont vu en fait ce visage intact, hein, quasi intact, et comme, disons, de porcelaine un peu, chose vraiment exceptionnelle dans l'histoire de Napoléon. Sri Aurobindo, hein, avait beaucoup d'admiration pour cet homme. Hein. Il disait que vraiment il était hors du commun. C'était un homme hors du commun, malgré les parts d'ombre et d'orgueil qui le caractérisaient quand même. Hein. Quoi d'autre par rapport à ça, toutes ces histoires-là? Bon, mais voilà, c'est, disons, ouais, c'est la vie d'être hors du commun, mais il y en a de nombreux, il y en a quelques-uns qui, par leur action, qui les dépassent en fait, et qui a quand même une portée spirituelle, quand même, malgré tout. Eh bien, on a voilà, les marqueurs de l'histoire, comme ça, qui ont laissé une empreinte profonde hein, dans Léonard de Vinci, hein, c'est pareil, hein, c'est des êtres qui sont Michel-Ange, hein, voilà, on a des choses comme ça qui sont Mozart, Bach, vous voyez les artistes comme ça, hein, les créateurs, sont parfois des êtres qui sont touchés par la grâce divine et qui marquent le monde, mais qui n'en sont pas moins souvent des caractères qui peuvent être très durs, marqués de folie. Le génie alterne avec la folie, je dirais. Hein, c'était le cas de Léonard de Vinci, hein, de Michel-Ange, hein, qui était dans des excès pas possibles, et qui était imbuvable, hein, il faut le dire, et qui d'ailleurs créait dans des états de grande souffrance. Hein, faut savoir que les créations étaient très très dures. Hein, ça se faisait pas simplement. Mais voilà, je voulais en parler un peu parce que je trouve ça assez exceptionnel. Voilà, ça marque l'histoire.